Dans un atelier à Phnom Penh, où le temps semble s'être arrêté, un entrepreneur français du nom de Dominique Éluère relève depuis plus de 22 ans des défis insensés, donnant forme à ce qui paraît impossible de nos jours. Loin de l'Europe, des Amériques ou du Japon, il crée avec son équipe d'artisans khmers des glaives romains, des haches tomahawks, des sabres japonais et bien d'autres armes d'époque révolue. Cette histoire commence par une rencontre fortuite avec un armurier, un hasard qui le confrontera d'emblée à l'âme des samouraïs et à l'exigence des maîtres artisans japonais, dont la maîtrise requiert des années de pratique. Quand je suis arrivé au Cambodge, on m'a proposé d'employer un forgeron et j'ai accepté. Voilà. Et ensuite, ce forgeron, on l'a installé dans un coin, on lui a fait un abri pour qu'il puisse travailler. Il a amené son tas, c'est-à-dire son enclume, et son apprenti, et il a posé la question normale, il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Et comme je recevais à ce moment-là un monsieur qui était à l'époque encore armurier à Bergerac, euh, et il m'a dit, tiens, tu devrais faire des sabres japonais. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était un sabre japonais. Et donc, j'ai dit, bah oui, tiens, quelle bonne idée, puisque ça, comme ça, je n'avais pas à choisir un truc particulier. Bah tiens, on va faire des sabres japonais. Et ce que je trouve amusant dans l'histoire, c'est que si j'avais su à ce moment-là ce qu'était un sabre japonais, si j'avais eu la moindre idée, j'aurais jamais pris cette décision. Parce que depuis, j'ai découvert ce que c'est qu'un sabre japonais, et c'est tellement difficile, compliqué, c'est un, c'est un domaine dans lequel on ne peut jamais atteindre la perfection. C'est impossible. Travailler dans un domaine dans lequel la perfection est inatteignable, eh ben ça veut dire qu'on peut y passer toute sa vie et progresser sur un chemin. C'est un chemin de progrès, mais c'est pas un chemin, on n'arrive jamais au bout, quoi. Et Dieu merci, aujourd'hui, après plus de 20 ans, nous sommes capables de, de fabriquer des choses qui commencent vraiment à être bien. Même en appliquant des critères un peu difficiles. Fabriquer un katana, un tanto ou un wakizashi authentique exige avant tout une sélection rigoureuse des matériaux. Chaque élément doit être irréprochable: peau de raie, tresse de soie, laque naturel, bois de jacquier, cuivre, laiton. Tous ces matériaux précieux sont méticuleusement sélectionnés. Pour Dominique Éluère, fondateur de Citadel, l'excellence existe quelque part. Il suffit de la trouver, quel que soit le pays. En commençant par le Japon, ce que j'achète au Japon, presque uniquement ce que j'achète au Japon, c'est la soie, la tresse de soie dont on tresse les poignets. Parce que il n'y a qu'au Japon qu'on trouve une tresse faite à plat. Elle n'est pas creuse, elle est à plat. Donc ça, on l'achète au Japon et j'achète la meilleure qualité disponible. Et je fais une commande à peu près tous les 2 ou 3 mois au Japon. À côté de ça, à côté de la soie, au Japon, nous achetons de temps en temps des menuki et ce qu'on appelle les fushi kashira, c'est-à-dire oui, des petites choses en métal qui sont faites pour finir les manches. Mais sur la plupart des katanas que nous fabriquons, nous faisons ces pièces nous-mêmes. Donc j'achète au Japon une fois de temps en temps, de façon très rare. La soie, de façon courante. Tout le reste, de façon très, très occasionnelle. Le bois, c'est du bois cambodgien, c'est du jacquier, comme tu as vu tout à l'heure. La peau de raie, ça c'est important aussi parce que les poignées de sabre sont gainés de peau de raie. Sous la soie, il y a de la peau de raie. Ça vient nous allons à Compong-Som acheter les poissons. Nous nettoyons les, les peaux, nous les faisons sécher et c'est notre matière première pour la poudrer.
La laque, autant que possible, nous travaillons avec de la laque naturelle qui vient du Cambodge. Le cuivre, le laiton, nous l'achetons ici au marché. Le cuir, quand on en a besoin, c'est pas toujours le cas, mais nous l'achetons ici au marché aussi à Phnom Penh. Pierres, en revanche, les pierres, nous achetons des pierres au marché et aussi des pierres japonaises. Pour finir réellement, pour faire ressortir le dernier polissage, pour faire ressortir la trempe, nous le faisons avec des pierres de pouce. C'est des petits morceaux de pierre qu'on met sous le pouce comme ça, et on repasse tout le tranchant avec ces pierres de pouce. Un sabre japonais authentique naît d'une sélection implacable dans le choix de l'acier, garantissant ainsi une lame de qualité. Cet entrepreneur français, établi au Cambodge, a su, grâce à l'étude des traités anciens et l'analyse de ses propres erreurs, identifier les meilleurs matériaux. Le taux de carbone joue un rôle prépondérant dans le processus de fabrication, tandis que la maîtrise de la trempe permet un parfait équilibre entre la dureté et la flexibilité que doit avoir une lame de sabre. Cet équilibre se fait grâce à la méthode de trempe sélective utilisée par les Japonais, qui consiste avant la trempe à couvrir d'un mélange d'argile la partie de la lame dont on souhaite qu'elle demeure souple, tout en laissant nus la pointe et le tranchant qui doivent être nécessairement durs. Pour ce qui concerne l'acier, et ça c'est très important, puisque pour faire un katana qui soit japonais, nous avons besoin que la lame soit trempée sélectivement et que ça se voit. La première chose qu'un japonais regarde quand il inspecte un sabre, c'est la trempe différentielle qui doit ressortir. Et pour qu'elle ressorte, il faut bien entendu que la lame ait reçu une trempe différentielle, c'est ce que tu as vu tout à l'heure, et qu'ensuite, il y ait un polissage particulier de nature à faire ressortir, à ce que cette trempe soit bien visible. Et pour que ça fonctionne, il faut travailler avec un acier qui convient pour ça et qui soit toujours autant que possible le même. Donc j'achète en France des barres d'acier d'un acier qui s'appelle, la dénomination internationale c'est 1075, en France ça s'appelle DNH7 ou 8675. Ça vient de France. Pourquoi nous utilisons l'acier? Parce que l'acier prend la trempe. Si tu prends du fer, et pourquoi du fer pur? Parce que le fer pur, il est facile à travailler, il est ductile, il se déforme facilement à froid, et surtout, il ne rouille pas. Il s'oxyde, mais il ne rouille pas. Donc pour faire aussi bien les gardes que les garnitures métalliques, ça va très très bien, ça va mieux que le reste. Mais à l'inverse, bien sûr, le fer pur, on ne peut pas faire de lames avec. Enfin, on peut toujours faire des lames, mais ce sont des lames qui sont tout à fait inutiles parce elles prendront pas la trempe, donc elles seront pas dures, elles seront simplement molles comme ça. Donc l'acier est nécessaire pour faire une bonne lame. En même temps, il ne faut pas que l'acier soit trop carboné. Et en tout cas, quand on fait une lame comme nous les faisons ici, la trempe sélective dont je parlais tout à l'heure, elle est très importante parce que c'est elle qui permet, même si la lame n'est faite que d'un seul acier, ce qui est généralement le cas chez nous, elle présente deux duretés différentes et donc deux flexibilités différentes. Si nous avons une lame qui est trop souple, elle sera pas tranchante, elle sera donc pas efficace. Mais si nous avons une lame trop dure, elle va casser au premier choc un peu sérieux. Donc la trempe sélective, elle permet d'avoir quelque chose qui présente ces deux qualités qui sont pourtant antagonistes. Donc la partie de la lame dont tu as vu tout à l'heure, qu'elle est couverte par le mélange d'argile,
reçoit, quand tu trempes, une trempe beaucoup plus légère. Ça trempe tout de même, mais ça trempe beaucoup moins dur que la partie qui est libre d'argile et qui, elle, va prendre une trempe dure. Donc si je me trompe pas, la partie qui est libre d'argile va produire une cristallisation qui s'appelle de la martensite, alors que sur la partie qui est couverte par l'argile, on va avoir de la perlite. Donc on va avoir deux duretés différentes, donc deux flexibilités différentes. Ça, c'est très très important, parce que c'est ce qui permet d'avoir une bonne lame avec un seul acier. Et c'est ce qui permettait autrefois, de même que le Damas permettait, en faisant un composite, d'obtenir de bonnes lames avec de mauvais aciers. Eh bien, la trempe sélective, ça permettait d'obtenir une lame convenable, même si on travaillait avec un seul acier. Voilà. Une légende persistante autour des sabres japonais évoque un trempage répété de la lame pour en rehausser la qualité. Dominique Éluère précise que ce n'est pas la lame finale en cours de façonnage qui est trempée plusieurs fois, mais le mélange des métaux utilisés, amalgame de couches de fer, de carbone et autres éléments, que l'on peut soumettre à de multiples trempages jusqu'à obtenir la composition idéale. Ça n'a pas de sens en ce sens que chaque fois que tu chauffes une lame au-delà du bleu, tu annules la trempe précédente. Donc tremper 50 fois, c'est stupide, ça sert à rien. Si la trempe est bonne, ben elle est bonne et on la garde comme elle est. Et si effectivement elle n'est pas bonne, s'il y a un défaut de trempe, ça arrive de temps en temps quand tu as un morceau d'argile qui saute. Donc tu vas avoir des irrégularités ou des parties de la lame qui peuvent être mal trempées, bah tu recommences, tu refais le gainage d'argile et tu recommences ta trempe. Mais tremper plusieurs fois, ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Donc voilà. Ça vient probablement d'une autre chose, d'une autre légende où on parle de lames qui ont été pliées X et X fois. C'est-à-dire que quand on fabrique de l'acier avec un bas fourneau, comme les Japonais faisaient, ça se faisait aussi en Europe, ça se fait encore aujourd'hui chez les grands maîtres trésors vivants japonais, ils obtiennent, eux et les gens qui font ça en France, j'en connais plusieurs, ils obtiennent quand ils ont fini le process, une espèce de gros truc comme ça, alors dedans il y a de l'acier, il y a du fer, il y a de tout. Et la première chose, le premier travail, et qui est un travail considérable, va être d'apurer en quelque sorte ce matériau qui a été produit par le bas fourneau. Et ça, c'est un travail extraordinairement long qui demande la plupart du temps plusieurs jours de travail à plusieurs personnes qui tapent dessus dans le but d'épurer, c'est-à-dire de sortir toutes les saloperies qui sont dedans. Et ensuite, quand on a affaire à des gens qui savent vraiment travailler, ils sont capables après avoir cassé les morceaux qui restent, en les regardant simplement, de dire s'ils sont fortement carbonés ou faiblement carbonés. Il y a même des gens qui sont capables de faire plusieurs catégories comme ça. Et ça sert ensuite à faire des lingots qui vont servir ou tout seul ou en association pour faire du damas ou des lames composites. Donc voilà. Et ça c'est réel et c'est nécessaire. Ce travail pour purifier en quelque sorte l'acier est très important. Pour un Français installé au Cambodge, la légitimité à fabriquer un sabre japonais peut se poser, comme elle peut également se poser pour toute autre arme. Selon lui, l'artisanat est une langue universelle. La réponse se trouve à la fois dans le métal, mais aussi dans l'étude des traditions et l'apport des sciences modernes. Ainsi, un vrai sabre ne se juge pas à l'origine de son forgeron, mais à la trempe de son tranchant. Sa meilleure victoire vient des Japonais qui reconnaissent ses œuvres forgées au Cambodge.
La même légitimité que j'ai à fabriquer un houlou vis-à-vis des Esquimaux. Il y a évidemment plusieurs façons de le voir. On peut le regarder comme je le regarde moi, c'est-à-dire en quelque sorte un hommage à des gens qui pendant des centaines et des centaines d'années ont cheminé sur le chemin de la perfection, dont je disais à l'instant c'est un chemin qui ne finit pas. Et puis il y a les pisse froids qui diront que légitimité à fabriquer un sabre japonais du fait que nous ne sommes pas japonais. Et il y a notamment en Occident pas mal de gens qui se croient autorisés à trancher de ce qui est japonais ou pas japonais, ce que les Japonais ne font pas parce ce sont des gens plus raisonnables et qui pensent pas de la même façon. Et, et donc, ben voilà, moi, j'ai pas besoin d'avoir une légitimité. J'ai envie de faire des sables japonais, je fais des sables japonais, c'est mon problème. Personne n'est obligé de les acheter et personne n'est obligé de les aimer. Bon, voilà ma légitimité. Il est déjà arrivé que des Japonais interrogés sur le fait qu'ils connaissent ou non une fabrication de sabres japonais au Cambodge, ont avoué, sans être sous la torture, qu'en effet, il y avait quelqu'un au Cambodge qui fabriquait des sabres japonais. Donc le simple fait qu'ils le reconnaissent, c'est un achievement, une réussite pour nous. C'est déjà bien, c'est déjà inespéré. Porté à la fois par sa passion, ses recherches documentaires approfondies et les demandes de clients toujours plus originales, il a exploré des domaines variés comme la fabrication du sciandub écossais, du copis grec, du ulu inuit, du falcata ibérique, du xiliar russe ou encore de couteaux traditionnels de chasse. Il raconte ainsi comment il s'est lancé par exemple dans la fabrication de glaives romains et de haches tomahawks nord-amérindiennes. Souvent, ça vient de conversations, surtout. Je parle avec des gens et, et quand ils ont quand ils connaissent un sujet, j'essaie d'obtenir d'informations. Après, ben, je vais la chercher, l'information. Par exemple, l'autre jour, je te parlais des glaives romains. J'ai eu un jour une conversation avec un client autrichien qui s'intéresse beaucoup à ça et il m'a donné la source, la meilleure source connue aujourd'hui sur tout ce qui est romain, les antiquités, tout ce qui a été retrouvé réellement. Et grâce à ça, on sait à peu près ce qu'on fabrique. Le glaive romain, il a été fabriqué pendant 1000 ans. Donc inutile de dire qu'il a énormément évolué depuis le jour où il est devenu romain jusqu'au jour où il a disparu. Donc moi je trouve que c'est intéressant de savoir ce qu'on fait. C'est la même chose dans les épées moyenâgeuses. Une épée du 9e siècle, c'est pas une épée du 15e. C'est tellement différent que ça saute aux yeux. Du moins, enfin, pour les gens qui s'intéressent au sujet. Le- les anachronismes, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné. Même, par exemple, il y a eu un très beau film qui a été fait il y a des années de ça. C'était vraiment un beau film, ça s'appelait Excalibur, tu as peut-être vu ça. Euh, et le film était magnifique, mais je ne comprends pas pourquoi on filme quelque chose qui est supposé se passer au 7e siècle avec des armures du 14 et du 15e siècle. Ça, ça m'enlève quelque chose. Ça ne m'empêche pas d'apprécier le film, parce c'est vrai qu'il était vraiment bien, mais c'est un peu dommage, quoi. Donc j'aime bien respecter autant que possible l'aspect historique des choses. Voilà. Quand j'étais petit, j'aimais bien Davy Crockett, donc je regardais des trucs comme ça. Donc le tomahawk, c'est quelque chose en plus qui participe à l'histoire française parce que les troupes coloniales, l'infanterie de marine française qui a été envoyée au Canada pendant la guerre de 7 ans, nommément si je me souviens bien, le régiment de Carignan-Salière.
ils étaient tous à l'époque, ça faisait partie de l'équipement du français au Canada, la hachette, qui était courante et qui servait, ça sert à tout, ça. Avec ça, avec ça dans la nature, on fait à peu près tout. Ça sert à la défense, ça sert à couper le bois, ça sert à allumer le feu, ça sert à tout. Voilà. Et c'est pas très encombrant, c'est pas très lourd. Dans le Tomahawk, on peut bien délirer là. Là, on peut s'amuser à faire des choses bizarres. Ça, c'est bon pour la créativité. Si cet homme, passionné d'histoire, a parcouru les continents et les époques à la recherche de savoirs ancestraux, il n'a pas négligé les recherches dans son pays d'adoption, le Cambodge. L'épée sacrée cambodgienne, nommée en khmer Preakan, puise ses origines dans la mythologie indienne et dans la construction de l'Empire khmer. Symbole royal, elle incarne le pouvoir de couronner ou de destituer les rois khmers. Alors, il y a d'autres sujets sur lesquels il faut rester près de la tradition. Par exemple, le Preakan, bon, celui-là, il n'est pas fini encore. Mais sur le Preakan, sur les choses traditionnelles, ben, on reste traditionnel. On essaie de coller autant que possible à la tradition. Ouais, ouais, ouais. L'épée sacrée cambodgienne est un cas d'école. Contrairement aux autres armes historiques exhumées par les archéologues, elle reste une pièce unique, sacrée et mystérieuse, même si quelques répliques ont été réalisées au fil du temps. Apparue dans les écrits au XIIe siècle, elle a connu un destin mouvementé, en ayant été volée et retrouvée au cours des siècles, jusqu'à disparaître définitivement entre 1970 et 1975, durant le régime de Lon Nol. Grâce à quelques ouvrages rares et au savoir-faire d'une nouvelle génération, Citadel redonne vie à cette épée royale cambodgienne, symbolique et culturelle, à la fois en innovant et en respectant les traditions ancestrales. Nous venons de voir ce livre ancien que nous avons récemment pu obtenir à Hong Kong grâce aux recherches de notre ami David McCartney. Et grâce à ce livre, nous avons pu affiner notre connaissance des épées sacrées anciennes du Cambodge. Et cette épée est celle que nous sommes capables de fabriquer aujourd'hui. Elles sont faites par des garçons que voici, qui sont cambodgiens et qui aujourd'hui reproduisent le travail des anciens. Le style, ce style qu'on peut voir ici, notamment cette gravure de phénix et les autres gravures, nous les tirons d'un certain nombre de documents, notamment le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi ce très gros livre qui s'appelle Kebak, qu'on peut acheter à Phnom Penh et qui est une somme et une compilation de l'art khmer qui est vraiment extraordinaire et qui est extrêmement utile dans le travail que nous faisons. Cet entrepreneur, qui a découvert la complexité de la forge, a su s'entourer au fur et à mesure de son aventure de personnes compétentes dans leur domaine, comme Jacques Brinon dans la fabrication d'un sabre dans les règles de l'art, Émile Streng dans l'équilibre et le polissage d'une lame, ou encore Stéphane Champagnac, diplômé de l'école d'armurerie de Saint-Étienne, qui est resté longtemps à ses côtés afin de former, entre autres, le personnel. Donc, pour revenir un instant sur la formation, ce que j'ai fait faire tout au début, donc quand on a commencé à chercher des gens pour travailler dans l'atelier, donc plus à la forge, donc on a pris des garçons qui venaient se présenter, qui venaient d'un peu partout, et certains venaient de la campagne et ils ne savaient pas faire grand-chose, ils ne savaient même pas lire. Et, un jour, je me suis rendu compte qu'ils faisaient semblant d'utiliser le pied à coulisses, tu vois, pour me faire plaisir.
il regardait avec le pied avec le guide, mais il savait pas lire. Et, et, et donc j'ai fait venir un garçon qui était armurier diplômé de l'école de Saint-Étienne. Il est resté 6 ans avec moi ici au Cambodge, et c'est lui au départ qui a formé tout le monde. Donc au bout de 6 ans, on avait des gens formés. À partir du moment où tu as des gens formés, ben, les gens qui sont formés forment ceux qui viennent après. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, j'ai des gens formés. J'ai pas de problème de formation. Parce que si j'emploie quelqu'un, même s'il n'est pas formé, du moment qu'il est habile de ses mains, il va apprendre très vite. Il va falloir bien sûr quelques mois, parce que faire un katana, c'est difficile, c'est compliqué, ça prend du temps. Mais il va apprendre ici, parce qu'ici on sait le faire. Voilà. Nous avons nous avons, on sait pas tout, mais on sait quand même faire pas mal de choses. Donc ceux qui savent apprennent aux autres, ceux qui savent pas. Dans un monde globalisé et dominé par la production de masse, cet atelier est un sanctuaire. Chaque coup de marteau, chaque gravure et polissage est un acte de transmission. Dominique Éluère évoque avec humilité son rôle de chef d'orchestre et de catalyseur, au milieu d'apprentis devenant au fur et à mesure des années des maîtres dans l'art de la forge. Les graveurs cambodgiens que j'emploie, je les ai pas formés. Euh, Ils ont travaillé avec moi pendant de nombreuses années. Donc la seule chose que je fais, moi, et c'est très important, mais c'est pas le plus difficile, bien que ça soit pas trop facile non plus. Mon travail, c'est d'être exigeant, c'est-à-dire de faire en sorte que il progresse. Et pour progresser, c'est important d'avoir quelqu'un qui exige de toi le meilleur. Mais c'est une question de respect en réalité. C'est-à-dire que si tu as du respect pour les gens, tu leur dois d'exiger d'eux le meilleur. Et accepter le moyen, c'est pas un signe de respect. Même aux enfants, on devrait les pousser vers l'excellence quand on peut. Bien sûr, pas tout de suite, mais de se mettre sur ce chemin-là. Et accepter qu'ils fassent pas, qu'ils n'utilisent pas leur talent, hein, comme qu'as-tu fait de ton talent, eh bien, c'est pas correct. Et donc, je pense que mon travail à moi, et ça a été mon travail pendant les 22 ans qui viennent de s'écouler, c'est d'être exigeant. Et c'est à cause de cette exigence que nous avons obtenu les résultats qu'on peut montrer aujourd'hui. Les gens qui sont venus travailler avec nous au début, donc le forgeron dont j'ai parlé tout à l'heure, la première personne qui a travaillé avec nous, bah, il était forgeron de campagne, donc il savait déjà pas mal de choses sur la forge. On n'a pas appris ça. Ce qu'on lui a appris, c'est un certain nombre de traitements thermiques dont nous avions besoin, nous, notamment la trempe sélective dont je parlais tout à l'heure. Et puis, là aussi, c'est l'exigence, c'est-à-dire l'exigence de qualité. Parce que si tu veux, si tu as le respect de tes clients et que tu veux qu'ils en aient pour leur argent, eh ben, tu dois leur donner quelque chose qui tient la route. Voilà, c'est une question de, de commerce honorable, je dirais. Tu peux, tu peux demander à tes clients de payer cher, et souvent ils acceptent de payer cher. Simplement, il faut que toi aussi, tu leur donnes quelque chose qui va bien. Si tu leur donnes quelque chose qui est beau, qui est bien, qui est exceptionnel, qui est unique, ben, ils regretteront jamais d'avoir payé cher. Voilà.